Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être présent aujourd'hui à ce webinaire qui parlera du programme ICOP et du dépistage de la dénutrition. On va attendre une petite minute le temps que le temps que tout le monde se connecte. Alors, vous pouvez poser vos questions pendant la présentation dans le chat. Donc, c'est l'onglet Conversation qui s'affiche en haut de votre écran. Et on les prendra donc à la fin sur un temps de questions-réponses qui sera dédié. Donc, je me présente, je m'appelle Alan Fossani, je suis coordinateur de la semaine de la dénutrition et je suis accompagné du professeur Agathe Reynaud-Simon, pardon, et du professeur Yves Roland, que je laisserai se présenter et que je remercie tout particulièrement pour cette contribution à ce webinaire. Bonjour, vous voulez que je me présente? Oui, je vais dire un petit mot et puis tu pourras te présenter aussi. Ok. Eh bien, Je voulais savoir si on commençait là déjà. oui, sans plus attendre, je laisse la parole au professeur Agathe Reynaud-Simon. Bonjour, je suis Agathe Reynaud-Simon, la présidente du collectif de lutte contre la dénutrition. Je voudrais juste vous dire un petit mot d'accueil, de remerciement pour l'intérêt que vous portez à ces webinaires. On est très heureux aujourd'hui d'accueillir le professeur Yves Roland, qui est un collègue professeur de gériatrie, qui a beaucoup travaillé sur les questions de la fragilité, de la sarcopénie, qui a aussi fait beaucoup de recherches cliniques en EHPAD et aussi dans les troubles cognitifs, et qui travaille aussi beaucoup en ce moment sur la question de ICOP, qu'il va vous présenter. Avant que, peut-être Yves, si tu veux compléter ma présentation. Non, c'est parfait, merci. Merci pour l'invitation. Donc, je suis ravi d'être avec vous et de vous parler du programme ICOP et de son déploiement. Parfait. Alors, avant qu'on commence sur le programme ICOP, je vais vous dire quelques mots sur la Semaine nationale de la dénutrition. Donc, on est en plein dans la Semaine nationale de la dénutrition qui a commencé lundi et qui finira à la fin du week-end. Prochaine diapositive. Et donc, la dénutrition, vous le savez, ça concerne 2 millions de personnes en France, en métropole et en outre-mer, de l'enfant à la personne âgée. Et donc, par exemple, chez les enfants, l'assurance maladie compte 47 000 enfants et adolescents qui sont dénutris en France. Et puis, pour ce qui concerne les personnes âgées, ben, on pense que 1 million environ de personnes âgées de plus de 65 ans sont dénutries. Prochaine diapositive. Alors, la dénutrition, elle est insuffisamment connue, insuffisamment dépistée, donc insuffisamment traitée, ce qui représente quand même un manque de chance pour les personnes concernées. Et donc, pour sensibiliser sur le sujet de la dénutrition, le ministère de la Santé nous a confié l'organisation de cette Semaine nationale de la dénutrition. Et le soutien financier qu'on a, c'est par le ministère de la Santé lui-même qui nous missionne et nous finance, mais aussi par la Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie, l'assurance retraite, l'assurance maladie. Et donc, avec ce soutien, nous avons pu organiser la semaine depuis 2020, tous les ans. Prochaine diapositive. Alors, qui sont les personnes qu'on essaye de sensibiliser? Finalement, tous les acteurs sont susceptibles de participer. Alors, c'est tout d'abord les établissements de santé qui s'engagent dans cette campagne de sensibilisation, mais aussi les établissements médico-sociaux, les EHPAD et les résidences autonomie. Les professionnels du premier recours commencent aussi à participer à cette campagne, de même que les associations et les entreprises.
Et donc, les actions qui sont menées au choix de ceux qui s'engagent, ça peut être des missions de dépistage, de prévention, de formation, de sensibilisation, beaucoup de communication, et puis aussi des actions pendant les repas qui peuvent être à la fois des ateliers pour préparer des repas ou des ateliers pendant les repas. Prochaine diapositive. Alors, en 2025, la Semaine nationale de la dénutrition, finalement, elle a une grande, beaucoup d'actions qui ont été proposées. Prochaine diapositive. Vous voyez qu'en 2025, il y a plus de 15 000 actions qui sont recensées auprès du collectif de lutte contre la dénutrition. 3 700 projets de labellisation reçus, plus de 2 000 kits de communication envoyés, plus de 3 100 organisations enregistrées sur la plateforme de labellisation. Ça veut dire que les organisations qui s'inscrivent sur la plateforme ne proposent pas qu'une action, mais de 0 à 5 actions par semaine. Quelquefois, il y a une action par jour par organisation. Et puis, nous avons envoyé comme outil de communication 1,5 million de flyers qui ont été reçus dans toutes les structures qui les ont commandés jusqu'au mois de septembre. Et donc, vous voyez qu'en 2025, on a pu avoir une semaine vraiment de plus gros retentissement qu'en 2024. Là, on est pour l'instant au mieux de ce qu'on a fait depuis 2020. Prochaine diapositive. Donc, chaque acteur fait ses propres actions et ça, c'est quand même ce qu'il y a de plus important dans cette semaine de la dénutrition, mais le collectif fait aussi son propre programme. Vous voyez tous les webinaires qui sont inscrits chaque jour dans les cases en bleu. Et donc, les thèmes qui sont abordés sont extrêmement variés, la maladie d'Alzheimer, les pathologies cardiaques chez l'enfant, le cancer, l'activité physique adaptée. Comme l'année 2025 est l'année de la santé mentale, nous avons aussi travaillé avec la Fédération française anorexie-boulimie pour parler des troubles du comportement alimentaire. Après, la gastronomie au service de la lutte contre la dénutrition, l'orthophonie, le webinaire de la CNAV avec nutrition et santé mentale. On a eu hier soir un beau webinaire aussi sur le microbiote intestinal, la nutrition et la dénutrition, la santé bucco-dentaire. Nous arrivons au webinaire que nous allons découvrir maintenant avec ICOP et le dépistage de la dénutrition. D'autres webinaires sur la restauration, sur les compléments nutritionnels oraux, et puis avec l'impédance-métrie, les actus sur le dépistage de la dénutrition. Donc voilà, un programme de webinaire assez étoffé. Et puis d'autres événements comme le concours de cuisine qui a eu lieu mardi matin à l'Institut culinaire de Paris, une apparition au magazine de la santé à France 5 pour parler dénutrition, le lancement de l'accélérateur dénutrition avec mec.org, lancement de l'ouvrage Le goût de l'âge avec la Fondation de l'Académie de médecine, et puis pour terminer vendredi après-midi, l'accueil de tous les partenaires et la présentation de la semaine de dénutrition au ministère de la Santé. Prochaine diapositive. Nous suivre et nous contacter. Prochaine diapo. Donc, on est sur LinkedIn. Et on a une adresse mail pour un contact à luttecontreladénutrition.fr. C'est notre site. Et puis, si vous le souhaitez, inscrivez-nous, vous, à notre newsletter. Prochaine diapo. Voilà, j'en ai terminé. Et donc, je vais maintenant donner la parole au professeur Yves Roland, qui nous fait vraiment l'amitié d'être là avec nous aujourd'hui pour nous parler de choses vraiment intéressantes de la question de l'évaluation nutritionnelle dans ICOP. Merci Yves. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Agathe. Merci à tous. Je suis très heureux de participer à ce webinaire dans le cadre de la semaine de la dénutrition, de lutte contre la dénutrition. Vous allez voir, je vais vous parler d'un sujet qui me semble être tout à fait en phase avec les objectifs de la semaine de lutte contre la dénutrition. Je vais partager mon diaporama avec vous. J'espère que vous le voyez. Ça passe, je pense. Je vais le mettre en grand écran. Voilà, je pense que vous le voyez.
Ça marche, C'est par- Agathe? Ça c'est fonctionne? parfait. C'est Oui, c'est parfait. Ok, parfait. Merci impeccable. beaucoup. Avec plaisir. Donc, on est ensemble pour parler d'ICOP. Je suis professeur de gériatrie hein, au Gérontopole de Toulouse. Je suis le chef de pôle et puis je m'occupe également de la recherche clinique. Je suis le responsable de la recherche clinique sur l'IHU que l'on a à Toulouse qui est dédié au bien vieillir et à la géroscience. Et donc là, je vais vous parler d'ICOP, hein. ICOP, c'est un acronyme qui veut dire les soins intégrés pour les personnes âgées. C'est un programme qui a été proposé maintenant depuis plusieurs années par l'OMS, qui vise à permettre aux personnes âgées de bien vieillir selon les définitions de l'OMS, c'est-à-dire maintenir ses capacités, c'est très tourné vers la fonction et être en capacité de faire ce qu'ils ont envie de faire. Voilà, c'est la formule qu'ils utilisent. Et vous allez voir que ce programme qui est proposé par l'OMS, qui est en train de se déployer un peu partout, alors en France d'une part, mais également à l'étranger. Hein, vous savez, lorsque l'OMS donne des recommandations, ça pousse et tout le monde s'aligne sur ce qu'il propose. Et je pense que c'est vraiment un outil, un programme qui peut changer les lignes parce qu'il a vocation à toucher un très grand nombre de personnes. Et c'est une façon, je pense, assez efficace qui arrive à une période où voilà, qui est propice pour le faire aussi parce que c'est un outil qui est adapté aux moyens technologiques du moment et qui je pense, va faire changer les pratiques des soignants et puis aussi des personnes elles-mêmes parce que l'outil, il a vocation, comme tous les outils de l'OMS, d'être déployé dans tous les pays du monde. Donc, c'est le principe de l'OMS, c'est de faire des propositions qui soient applicables un peu partout à la fois dans des pays occidentaux, en France, dans des pays riches, et puis aussi dans des pays qui n'ont pas de moyens, les moyens que l'on peut avoir ici. Et à ce titre, c'est quelque chose qui est très ancré sur le terrain, en fait, qui permet vraiment à chacun de s'emparer de sa santé et, quels que soient les moyens dont on dispose, de le déployer. Alors, je vais dans ma présentation vous rappeler ce en quoi consiste ICOP, l'approche hein, qui est assez nouvelle d'une certaine façon parce elle s'écarte un petit peu de ce que l'on a travaillé pendant les 20 dernières années autour de la fragilité. Donc on s'écarte un petit peu du concept de la fragilité, on essaie d'être en amont. Donc ça, c'est les données de la recherche qui permettent maintenant de penser qu'il faut se positionner en amont de la fragilité. On y reviendra un petit peu dans ma présentation. Bien entendu, je ferai un focus sur l'évaluation nutritionnelle dans le cadre du programme ICOP. Alors, je dis ICOP, mais on peut dire ICOP aussi, hein. Donc, euh, j'utilise le mot ICOP habituellement. Et vous verrez qu'il y a toute une partie, tout un volet qui porte sur le domaine de la nutrition, mais pas uniquement, avec la volonté d'avoir ce qu'ils appellent une approche intégrée, c'est-à-dire euh, ne pas travailler en silo, mais véritablement essayer de faire en sorte que le maintien de la capacité fonctionnelle des personnes âgées, elle soit soutenue par des actions qui abordent les différentes dimensions qui conditionnent le maintien de la capacité fonctionnelle d'une personne âgée. Je vous ferai part du déploiement d'ICOP tel qu'il existe actuellement. Alors j'ai des diapos qui ne sont pas actualisés d'aujourd'hui, mais actuellement on a plus de 100 000 personnes en France qui sont suivies sur ICOP. Et ça augmente assez rapidement. On atteindra d'ici quelques années sans doute plusieurs millions. C'est l'objectif. Alors c'est le cas en France et puis c'est également ce qui se passe à l'étranger. Et puis je vous donnerai quelques données de recherche pour vous montrer dans quelle mesure cet outil est assez prometteur pour prévenir le déclin fonctionnel en luttant notamment sur l'axe de la dénutrition. Alors, commençons par l'approche de l'OMS. Hein. Quelle est-elle? Alors, elle repose au départ sur un constat qu'ils ont fait en 2015 avec un rapport sur le vieillissement de la population mondiale, avec un constat qui est, on va dire, à deux facettes. Hein. Le premier, c'est celui que vous connaissez tous, c'est celui de l'augmentation de l'espérance de vie, qui est considérable entre les années 60 et les années 2019. Vous voyez, on a une espérance de vie qui a augmenté de près de 20 ans. C'est absolument, c'est considérable, c'est inédit hein, dans une espèce animale, c'est considérable, 20 ans
en une soixantaine d'années. Donc ça, c'est le côté, on va dire, heureux de la chose. Le côté moins heureux, c'est de constater malheureusement que les années gagnées sont en partie des années avec une bonne qualité de vie, mais également des années gagnées sur une mauvaise qualité de vie, avec de la dépendance notamment. Donc vous voyez, sur les 20 années que l'on a gagnées entre les années 60 et les années 2020, on a gagné la moitié, environ 10 ans d'espérance de vie en bonne santé, c'est-à-dire sans difficulté fonctionnelle, mais également 10 ans où on a une mauvaise qualité de vie, à savoir des difficultés pour les activités de base de la vie quotidienne, avec de la dépendance tout simplement. Alors, au-delà de la qualité de vie, c'est également derrière tout ça des dépenses de santé, des filières de soins qui sont saturées, des difficultés de prise en charge, de la souffrance. Enfin, c'est à la fois des années avec une bonne qualité de vie, mais également, et c'est ça qu'il faut essayer de travailler, des années de vie gagnées avec de la dépendance. Et dans le domaine, il y a une marge de progression qui est considérable. Donc là aussi, on a beaucoup d'arguments pour le penser. D'ailleurs, en France, on n'est pas les meilleurs hein, au niveau européen dans l'espérance de vie sans incapacité. Et il y a une marge de progression qui passe par différentes actions que l'on peut envisager et qui reposent sur des données scientifiques qui sont maintenant bien reconnues, et notamment sur la prise en charge de la dénutrition. Alors, le concept de l'OMS s'écarte un petit peu de ce qui a été travaillé pendant une vingtaine d'années autour de la fragilité. Le concept de la fragilité est né dans les années 2000, où on a fait vraiment avancer le domaine de la prévention en repérant les patients avant qu'ils ne deviennent dépendants. Et donc, on a défini des seuils permettant de dire dans quelle mesure une personne était à risque de devenir dépendante. Donc ça nous a mis, on va dire, en amont du processus de dépendance, en repérant des personnes qui étaient à risque de dépendance avec le concept de fragilité. L'approche de l'OMS est un petit peu différente. L'OMS a introduit la notion de capacité intrinsèque. La capacité intrinsèque, c'est la capacité qui englobe les différentes fonctions à la fois motrices et cognitives, et qui sont inhérentes à chaque individu et que l'on porte tout au long de sa vie. Et l'idée de l'OMS, c'est de faire en sorte que tout au long de sa vie, on maintienne une capacité intrinsèque qui soit la plus élevée possible. Donc c'est une vision un peu plus dynamique et qui a pour objectif de se situer en amont de la fragilité, véritablement travailler sur les différents domaines qui définissent la capacité intrinsèque pour faire en sorte que chaque domaine soit les mieux préservés. Donc les fonctions cognitives, la mobilité, la nutrition, l'audition, la vision et la psychologie étant les 6 domaines qui caractérisent la capacité intrinsèque. Et puis ce qu'introduit également l'OMS, bon, c'est des notions qui étaient déjà discutées précédemment, mais c'est que l'environnement, le lieu où l'on vit, permet aussi d'améliorer sa capacité fonctionnelle. C'est-à-dire qu'il faut avoir une bonne capacité intrinsèque, donc inhérente à votre organisme, à votre capacité qui vous est propre, mais également faire en sorte que l'environnement soit propice pour exprimer ses capacités fonctionnelles. Donc l'exemple assez simple que l'on peut donner, c'est on peut avoir une vision qui est un petit peu altérée, mais si c'est pas bien éclairé, eh bien vous n'arriverez pas à voir correctement. Donc il faut à la fois avoir une fonction qui soit la mieux préservée possible, mais faire en sorte que l'environnement soit aussi propice pour maintenir sa capacité fonctionnelle la plus élevée possible. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours abordé par le monde des soignants, mais l'environnement est un axe aussi d'amélioration qui est considérable. Alors l'autre notion qui a été poussée par l'OMS, c'est d'appréhender la prévention de l'entrée dans la dépendance par ce qu'ils appellent les soins intégrés. Donc ça, c'est le I de ICOP, hein, Integrated Care for the People. La notion d'intégration, c'est de, de sortir de l'approche en silo que l'on a souvent dans le domaine du soin. Il y a les soignants qui s'occupent de la cognition, les soignants qui s'occupent de la mobilité, de la nutrition, etc. En fait, pour chaque individu, et on le sait tous, hein, il y a une très forte intrication entre ces différentes dimensions.
Et l'objectif de ce programme qui vise à avoir des soins intégrés, c'est de repérer de façon précoce la perte d'un des 6 domaines, donc la cognition, la mobilité, la nutrition, le moral et les capacités sensorielles, afin que chaque domaine n'ait pas d'impact sur les autres dimensions. Pour illustrer mon propos, vous savez bien, par exemple, que si une personne a des difficultés motrices, eh bien, elle va sans doute avoir aussi des difficultés pour avoir des activités sociales parce qu'il sera difficile pour elle de se déplacer. Donc, il va y avoir un déclin cognitif. S'il y a un déclin cognitif, il est probable qu'il y aura un retentissement sur le moral. Si le moral ne va pas bien, il y aura un retentissement sur l'état nutritionnel, etc., etc. Et ces cascades que l'on connaît bien en gériatrie, elles sont très très souvent retrouvées lorsqu'on essaie de comprendre l'histoire naturelle du déclin fonctionnel de ces personnes âgées. En d'autres termes, il y a vraiment une intrication entre ces 6 dimensions. Et si l'on veut préserver les capacités fonctionnelles, faire en sorte que les personnes gardent une bonne qualité de vie, qu'elles gardent leur capacité fonctionnelle, il faut aborder ces 6 dimensions de front et essayer de repérer lorsque l'une se dégrade le plus précocement possible pour intervenir et éviter qu'elle ne retentisse sur les autres dimensions. Donc, je vous donner un exemple, mais on comprend bien que s'il y a une altération du statut nutritionnel, eh bien, il y aura sans doute une diminution de la performance motrice. S'il y a moins de performance motrice, eh bien, il est probable qu'il y aura un impact sur la vie sociale et sur le moral, etc. Et ça, ces cascades d'événements, elles sont maintenant beaucoup mieux connues. Et c'est cet aspect-là qui a motivé l'OMS pour essayer de définir un programme qui intègre ces différentes dimensions qui sont très fortement interconnectées. Voilà, je vous donnerai un exemple tout à l'heure, à la fin de mon exposé, qui le démontre. Voilà, lorsqu'il y a une atteinte du statut nutritionnel, il y a assez rapidement un impact qui se fait sur les autres dimensions. Alors, le programme, c'est un chemin clinique d'une certaine façon qui passe par différentes étapes. C'est un programme qui est proposé à des personnes qui ont plus de 60 ans, qui vivent à domicile, et c'est basé sur donc les 6 fonctions, les 6 domaines qui sont illustrés ici par les pictogrammes en haut à droite. Et le chemin clinique qui est proposé à ces personnes, c'est d'avoir d'abord une évaluation, donc une évaluation qui est un dépistage de la perte de la capacité intrinsèque. Donc il y a un questionnaire qui est assez simple, qui a été quand même travaillé assez longuement par tous les experts mondiaux de l'OMS qui ont été sollicités pour y travailler, qui repose sur les données de la recherche, sur les publications internationales, et qui cible un certain nombre de questions pour avoir une évaluation qui soit à la fois simple, opérationnelle, rapide, peu coûteuse, mais toutefois très pertinente pour ouvrir la porte à une évaluation plus importante pour peu qu'il existe des alertes. Donc cette évaluation de base, qui est la première étape, l'étape 1 de ICOP, elle permet de définir et de retrouver des alertes précocement dans le processus d'entrée dans la dépendance. Alors pour peu qu'il y ait une alerte, on est après dans une déclinaison qui est celle que l'on connaît dans la prise en charge des personnes âgées, qui est celle de l'évaluation gérontologique standardisée. Donc, on va faire une évaluation qui est plus approfondie en étape 2. Et puis, en fonction de ce que l'on va trouver, on va définir un plan personnalisé de soins. C'est ce qu'on appelle l'étape 3 du programme ICOP. L'implémentation, donc la mise en place du programme, et puis une réévaluation aussi à distance. Donc, on est dans un processus d'évaluation et de réévaluation régulière. Et de la même façon, s'il n'y a pas d'alerte, eh bien, on renouvelle malgré tout l'évaluation à distance de façon répétée, de sorte à ce qu'on repère précocement des alertes. Alors tout ça, vous pouvez le retrouver il y a un programme, donc il y a le rapport mondial du vieillissement, donc c'est en français, vous pouvez le retrouver sur Internet. Et puis tout le programme ICOP est également décliné avec un document qui est très détaillé et qui explique toutes ces différentes étapes. Alors, je vous ai mis là l'étape 1 de ICOP parce que c'est l'outil de dépistage des pertes des 6 domaines
de la capacité intrinsèque. Donc, c'est un questionnaire qui repose sur des questions que l'on connaît, hein, mais qui sont assez simples, mais qui sont pertinentes, hein. Donc, qui portent sur la fonction cognitive. Donc, on demande aux personnes de donner leur orientation, on leur apprend les trois mots, on leur demande de les répéter. Donc ça permet de voir si les personnes ont des difficultés cognitives. On les interroge également sur leur sentiment d'avoir des difficultés de mémoire. La mobilité, elle est évaluée par un test de performance fonctionnelle qui est le 5 levé de chaise. Donc c'est assez simple, hein, il n'y a pas besoin de matériel très élaboré. À nouveau, hein, c'est quelque chose qui a pour but d'être réalisé simplement partout. Donc se lever 5 fois de suite d'une chaise, on chronomètre, hein, donc les conditions de passation peuvent être apprises assez simplement, avec un seuil qui est à 14 secondes, donc, qui a été discuté, mais 14 secondes, c'est bien. C'est sans doute un peu plus haut pour des personnes qui ont plus de 85 ans, mais lorsqu'on le fait en plus de 14 secondes, il y a une alerte sur la mobilité, hein. Ça veut dire qu'il y a un haut risque, qu'il y ait des événements de santé graves en lien avec cette limitation de la mobilité. Ce qu'ils appellent la vitalité, en fait, c'est la dénutrition, elle est évaluée par deux questions qui sont assez simples, hein, que vous connaissez. Donc, c'est avez-vous perdu de façon non intentionnelle 3 kilos au cours des 3 derniers mois? C'est le seuil qui a été retenu par l'OMS. Et puis, chose un petit peu originale aussi, là encore, hein, dans l'esprit d'être dans une stratégie de prévention, d'être en amont de la perte de poids, en amont de la dénutrition, être le plus précoce possible. Il y a une question sur l'appétit. Est-ce que vous avez perdu votre appétit? Et puis, bon, on sait tous que la perte de l'appétit présage d'une perte de poids et d'une dénutrition. Donc là, l'idée aussi, c'est de repérer les personnes le plus précocement possible avec cette question qui porte sur l'appétit. Alors, il y a deux tests sur les capacités sensorielles. Alors, les deux capacités sensorielles qui sont privilégiées, c'est la vision et l'audition, bien entendu. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un petit test assez simple qui porte sur la vision. On pose les questions aussi aux personnes, hein, savoir si elles ont des difficultés. Donc, en France, on n'a pas trop de soucis parce que les personnes vont voir leurs opticiens, leurs ophtalmos. Et puis, sur l'audition, alors là, par contre, on est quand même, il y a il y a une marge de progression qui est très importante aussi avec un test de chuchotement qui est celui qu'on utilise le plus souvent en pratique, où l'on chuchote à l'oreille des personnes quelques mots en lui demandant de fermer l'oreille contralatérale. S'il n'arrive pas à les répéter, c'est qu'il y a sans doute un appareillage, en tout cas une évaluation plus précise, plus approfondie à faire pour cette personne. Et puis, il y a deux questions qui sont posées concernant les symptômes dépressifs. On demande à la personne si elle a l'impression d'avoir perdu le moral et si elle a perdu du plaisir ou de l'intérêt à faire ce qu'elle faisait précédemment. Alors, vous voyez, c'est un questionnaire qui est assez simple, hein, et qui va ouvrir les portes d'une alerte. Donc, les personnes le font soit en auto-évaluation, donc ça, c'est parfaitement possible, hein. Donc, les personnes n'ont pas forcément besoin d'un professionnel de santé pour le faire. Je vous montrerai des chiffres, mais actuellement, sur les 100 000 personnes que nous suivons, de plus en plus le font en auto-évaluation. Alors, soit spontanément, dès la première étape, soit dans le suivi, c'est-à-dire que c'est le professionnel de santé qui va faire la première évaluation, mais dans le même temps, il va apprendre à son patient à s'auto-évaluer, très simple, hein, et ils le font. Et vous verrez que c'est quelque chose qui fonctionne actuellement. Quand je vous disais que c'était le bon moment pour le faire, c'est que les personnes ont pour la plupart maintenant un téléphone portable et l'application est suffisamment simple pour qu'une personne âgée le fasse et le refasse de façon régulière. Soit c'est le professionnel de santé qui le fait et qui va générer des alertes. Alors, si on fait un petit focus sur l'évaluation nutritionnelle dans le programme ICOP, hein, donc j'ai grossi la 7e question, hein. Comme je vous le disais, elle porte sur la perte de poids, 3 kilos au cours des 3 derniers mois, et puis sur la perte de l'appétit. Lorsqu'il y a une alerte, eh bien, ça ouvre tout un chemin clinique, alors qui est propre à cette question à ce domaine de la vitalité, hein, de la dénutrition, mais qui est également qui existe bien entendu pour chacune des questions de l'étape 1 de screening de ICOP. Alors pour la nutrition, donc il y a cette première évaluation. S'il n'y a pas d'alerte, donc l'OMS recommande de donner un certain nombre
de conseils portant sur l'hydratation, par exemple, sur l'état bucco-dentaire, voilà, sur les nutriments et sur l'alimentation d'une façon assez générale. S'il y a une alerte, par contre, eh bien là, il faut passer à l'étape de l'évaluation du statut nutritionnel des personnes âgées, avec le but de voir quel est le statut nutritionnel de la personne âgée. Alors, dans le domaine, l'OMS a été assez souple, on va dire. Il n'est pas directif, hein. Il y a des recommandations, donc il propose, hein. Donc, on peut utiliser les outils auxquels on est habitué, hein. À nouveau, hein, c'est un outil. Il y a un programme qui est destiné à tous les soignants du monde. Et donc, l'évaluation est peut-être menée avec les différents outils qu'on utilise plus ou moins en fonction des pays. Donc, vous voyez, il y a le MLA, le MUST, et puis voilà, des outils qu'on utilise plus ou moins en France. En tout cas, la porte est laissée tout de même ouverte à ce que l'on fasse avec les outils pour lesquels on est habitué. Et puis, cette évaluation va conduire à une graduation du statut nutritionnel de la personne âgée. Elle est à risque de dénutrition, son état est considéré comme étant finalement normal ou elle est véritablement dénutrie. Et là, toute une série de recommandations, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là encore, hein, le document qui est proposé par l'OMS va véritablement dans les détails avec par exemple, pour les personnes qui sont dénutries, donner des conseils d'une part, mais également avoir recours à des compléments nutritionnels avec une augmentation qui est des prises énergétiques qui est quantifiée, la stratégie également pour suivre le régime alimentaire des personnes âgées. Et puis, il en va de même pour les différents statuts nutritionnels lorsque les personnes sont dénutries ou un statut nutritionnel qui est normal. Alors, ce qui est également intéressant, c'est que l'OMS invite à aller dans l'évaluation des pathologies qui sont associées à la perte de poids et à la baisse de l'appétit, donc la sarcopénie. Il y a également des recommandations qui sont tournées vers la sarcopénie, comme dans nos recommandations nationales d'ailleurs, et puis aussi de ne pas passer à côté de maladies qui font maigrir, bien entendu, hein, donc les autres pathologies gastro-intestinales, par exemple. L'état bucco-dentaire également est très clairement listé, les capacités à déglutir et à mâcher. Donc tout ça conduit à des propositions d'évaluation et d'intervention qui sont très détaillées. Comme je vous le disais tout à l'heure, les dimensions environnementales sont également listées comme étant des facteurs importants pour maintenir chacun des domaines de la capacité intrinsèque. Et en l'occurrence, l'OMS donne des conseils également vis-à-vis de l'évaluation sociale des individus et de leur environnement, avec des questions là aussi portant sur la famille, l'entourage, sur les conditions d'alimentation lorsque c'est nécessaire, avec des aides techniques qui peuvent être proposées, des différentes stratégies que l'on peut amener à mettre en place avec des outils ou des dispositifs pour faire en sorte que l'alimentation soit maintenue grâce à des actions portant sur l'entourage humain, sur les aides, ou sur les équipements, sur les dispositifs que l'on peut mettre en place. Et puis, bien entendu, il y a un projet de soins qui va être proposé, donc des recommandations, un projet de soins qui est proposé et une réévaluation à distance également. Donc ça aussi, c'est quelque chose que l'on connaît bien en nutrition, mais évaluer et réévaluer à distance, faire rentrer le patient dans un parcours de prise en charge et de réévaluation à distance fait partie du programme ICOP en regard de la nutrition. Alors, vous voyez ce que je vous ai dit là pour le chemin clinique qui est proposé pour la dénutrition, hein, le point 7 en vert. Il existe pour chacun des domaines, hein, donc je ne vais pas tous les lister, vous l'imaginez bien, mais assez fréquemment, lorsque l'on évalue nos patients avec l'outil ICOP, on retrouve plusieurs alertes, hein. Et les propositions peuvent être faites sur la perte de la mobilité ou encore sur les difficultés sensorielles ou sur le moral, avec toujours l'idée qu'il faut euh, intervenir sur chacun de ces domaines qui sont en interconnexion avec les autres et ne pas se cantonner juste à une dimension. Donc l'outil a vraiment cette vertu-là, avoir une approche, ce qu'on appelle nous globale,
ce que l'OMS appelle les soins intégrés, c'est-à-dire prendre en compte toutes ces dimensions, leur interconnexion et leur, l'impact qu'elles peuvent avoir les unes sur les autres. Alors, comment ça se passe sur le déploiement d'ICOP? Donc, maintenant que vous avez en tête le dispositif lui-même, comment la mise en œuvre, l'implémentation d'ICOP a pu se faire? Alors, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé sur la France. Donc, en France, on a débuté en 2019. Alors, ça a débuté surtout en Occitanie parce que nous sommes collaborateurs de l'OMS. Donc, on a pu, avec l'OMS, le déployer assez précocement avec le soutien de l'ARS également, qui a été un soutien important pour le déployer. Et puis, ça a été à partir de 2022 également un déploiement au niveau national, soutenu par un article 51 qui a permis à 9 régions de s'engager dans 13 projets, donc l'Occitanie, Lara, PACA, Corse, Pays de Loire, Centre-Val de Loire, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine et l'île de la Réunion sont rentrés également dans ce déploiement soutenu par l'article 51. Et puis, d'autres régions ou d'autres départements se sont également engagés dans cette action hors article 51, le plus souvent alors avec des soutiens de leur ARS local, mais parfois des soutiens également locaux ou d'assureurs ou d'autres moyens humains, moyens financiers qui ont pu être levés dans différentes régions de France. Donc ça vous donne un peu, hein, vous voyez, ce patchwork de la France avec des financements et des porteurs qui ont déployé ICOP avec des moyens un petit peu différents. Et ceci explique aussi l'hétérogénéité qu'il y a eu au cours des dernières années dans le déploiement d'ICOP au niveau national. Alors sachez que sur l'Occitanie, on a bénéficié d'un financement, c'est important de le dire parce que tout de même c'est moteur hein, quand on a un financement qui est apporté pour le déploiement d'ICOP. Alors ça a été abondé par d'une part l'article 51, comme les autres régions qui en ont bénéficié bien sûr, avec également un financement de l'ARS qui nous a permis de le déployer sur l'ensemble du département, avec, vous voyez, des financements qui ont été gradués en fonction de la tâche, lorsqu'il s'agissait simplement du repérage, c'est-à-dire l'étape 1, ou lorsqu'on était dans les étapes suivantes du programme ICOP, lorsqu'il y avait une évaluation plus approfondie. Il y avait également un financement possible lorsqu'il y avait des réunions de coordination, lorsqu'il y avait plusieurs alertes qui étaient réalisées. Et puis les entretiens motivationnels pouvaient également bénéficier de financement. Donc tout ça a été, il faut bien le dire, moteur aussi dans le démarrage du projet. Donc pour la répartition, vous voyez sur notre région d'Occitanie, vous avez ici les départements qui ont été soutenus par l'article 51 avec 3 porteurs pour l'article 51 et puis une expérimentation qui a été soutenue par l'ARS sur les autres départements de sorte à ce que la stratégie soit identique quel que soit le département. Donc, tout le monde a bénéficié du même dispositif. Par contre, le soutien financier a été variable en fonction du site. Mais la volonté a été véritablement que sur toute l'Occitanie, il y a un dispositif qui se déploie de façon identique, avec les mêmes modalités et le même soutien. Alors le déploiement, il a été possible grâce au développement de 4 axes, hein. Donc ça a été tout de même un chantier assez important, avec d'abord parce que le document de l'OMS, c'est le document de l'OMS, mais c'est pas ça qui nous a véritablement permis de le mettre en place dans la population. Il a fallu pour cela d'abord développer des outils numériques qui ont été développés ici sur notre IHU. Donc, c'est ce qu'on appelle l'outil ICOP Monitor, qui est une application que je vais vous montrer. Vous avez peut-être déjà, qui peut se télécharger sur le web de façon gratuite, bien entendu. Pour que l'implémentation se mette en place, il a fallu également former les professionnels de santé. Donc, il y a des modules de formation qui se sont faits en ligne avec différents niveaux de formation pour être formés pour le step 1 ou pour les étapes suivantes de ICOP. Donc là aussi, il a fallu créer des modules de formation qui sont en ligne et qui permettent aussi d'accéder au financement lorsque les professionnels de santé implémentent ICOP.
Il y a eu des actions également envers les CPTS, les MSP, les maisons de santé pluridisciplinaires, bien entendu, et puis aussi beaucoup de communication auprès de la population, de sorte à ce qu'il y ait un mouvement, on va dire, général entre les soignants et puis aussi les personnes âgées elles-mêmes, qu'elles soient averties et qu'elles puissent solliciter leur médecin traitant, leur infirmière, leurs acteurs paramédicaux, leurs diététiciennes, de sorte à ce que chacun puisse s'emparer finalement du dispositif. Alors reprenons un petit peu ces différents axes, hein. Donc, l'outil numérique, donc, il s'appelle ICOP Monitor. Donc, c'est une application que l'on peut télécharger sur son téléphone portable. Donc, il y a eu deux versions. La version plus récente est beaucoup plus, on va dire, agréable dans sa manipulation, notamment pour les personnes âgées elles-mêmes. Donc, ça se télécharge gratuitement, bien entendu, hein. Vous pouvez le faire là en direct sur votre téléphone. Et puis, il y a aussi une application web. Donc, un- c'est un outil qui peut être aussi téléchargé sur un fixe lorsque les médecins traitants, notamment dans leur cabinet, souhaitent faire ICOP sur leur ordinateur. C'est également parfaitement possible. C'est enregistré sur mon espace santé. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'il a fallu mettre en place. Et tout ça est centralisé sur une base de données sécurisée, bien entendu. Et toutes les données sont centralisées et potentiellement accessibles avec un accord des personnes aussi qui renseignent leurs données sur cette application. Donc ça, c'est la partie, on va dire la partie numérique, mais il y a également derrière tout ça une gestion d'alerte. Et les gestions d'alerte, donc ça, c'est sur le logiciel lui-même, des équipes qui peuvent repérer, suivre les participants qui génèrent des alertes. Alors, lorsque ce sont des soignants, mais également lorsque ce sont les personnes âgées elles-mêmes. Et donc, ces alertes vont conduire à une analyse, un appel téléphonique pour s'assurer que l'alerte est une alerte, on va dire, authentique, hein. Parfois, il y a des choses qui ne sont pas des... Il y a des alertes qui n'en sont pas de vraies alertes et qui peuvent être résolues assez simplement, mais que tout le processus, hein, toute la déclinaison des différentes étapes se mette en place. Il faut qu'à un moment donné, qu'il y ait un contact avec la, la- 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 le repérage auprès de la personne âgée et une discussion avec elle, mais aussi un contact avec les autres acteurs du soin, le médecin traitant ou l'infirmière lorsque c'est elle qui l'a fait, et des délégations de tâches où on renvoie vers l'infirmière ou vers le médecin traitant les étapes suivantes de l'évaluation et du programme ICOP. Alors, comme je vous le disais, hein, ce télésuivi se fait sur une plateforme. Alors, pour nous à Toulouse, cette gestion d'alerte se fait de façon centralisée pour toute l'Occitanie. Alors, on cible principalement les seniors qui qui font des évaluations spontanément, d'eux-mêmes, hein, en auto-évaluation. Donc, ils ont téléchargé ICOP Monitor, ils ont fait leur propre évaluation. C'est à peu près 30% des personnes qui le font actuellement et c'est croissant. Et puis aussi, lorsque les personnes âgées ont été évaluées par des professionnels non de santé, donc des auxiliaires de vie, par exemple. Alors, dans d'autres régions, la centralisation peut être un petit peu différente, hein. Ça peut être avec des appels qui sont centralisés dans des CPTS. Vous voyez, il y a 28 CPTS qui gèrent ces alertes, des DAC, des établissements de santé, alors des CRT aussi, hein, qui se créent un peu partout, qui peuvent aussi endosser ce suivi de la gestion des alertes, qui constitue bien entendu une étape importante du programme ICOP. Alors, l'application numérique, l'outil numérique ICOP Monitor n'est pas le seul, hein, il y en a d'autres qui ont été créés, mais ICOP Monitor est actuellement en France celui qui est le plus utilisé. 11 des 13 porteurs de projets utilisent ICOP Monitor. Ça correspond à 62 équipes, hein, donc, dans les régions Occitanie, enfin, je ne les lise pas toutes, mais de nombreuses. En dehors de l'article 51, ICOP Monitor est très majoritairement utilisé aussi. Donc, c'est cette application qui est utilisée
on va dire très généralement sur l'ensemble du territoire. Donc, 184 équipes au niveau national l'utilisent. Et puis, cet outil iCop qu'on a créé ici à Toulouse est en train d'être déployé avec des traductions sur lesquelles on travaille dans de nombreux pays dans le monde. Donc, on le fait aussi en partenariat avec l'OMS pour qu'il y ait des adaptations. Mais voilà, il y a quelques pays, et puis c'est croissant. Enfin, toutes les semaines, on a d'autres demandes. Donc, c'est pour nous une tâche importante. Donc, au Québec, en Grèce, à Singapour, en Espagne, au Portugal, au Brésil, où ils le font beaucoup, en Chine aussi. Ils commencent à publier de façon assez importante sur ce dispositif en Chine aussi. Aux États-Unis, c'est au Nouveau-Mexique, donc à Albuquerque, qui porte ce projet-là aussi. Donc, c'est quelque chose qui est en train de se déployer un peu partout. C'est pas très surprenant parce que c'est un outil de l'OMS et donc il a vocation à se déployer au niveau international. Alors, cette formation au programme iCop, elle se fait grâce à une plateforme de e-learning. Donc, les professionnels sont formés. Il y a différents niveaux de formation. On peut être validé, formé à iCop Step 1, tout simplement, mais on peut être validé également sur les formations, sur les différentes étapes d'évaluation plus en détail et sur le projet de soins. Donc, il peut y avoir des délégations de tâches où le médecin traitant va déléguer à son infirmière qui a été formée pour les étapes suivantes. Donc, il y a toute une plateforme de e-learning. Donc, vous voyez le site ici. Alors, il y a 8000 professionnels qui ont été formés à l'étape 1. On est actuellement, je crois, à 14 000. Ma diapositive n'est pas actualisée, mais c'est quelque chose qui se fait maintenant en routine pour nous ici. Et puis, vous voyez que c'est principalement les infirmiers qui se sont emparés du dispositif, mais pas seulement. Les kinésithérapeutes aussi, les pharmaciens. Tous ces acteurs, tous ces médicaux et paramédicaux peuvent bénéficier du financement de l'évaluation d'ICOP. Tout ça, ça a été fait également avec une communication et des actions envers les CPTS, comme je vous l'ai dit, les MSP, et puis des partenaires aussi, parce que vous imaginez bien que la prévention de la dépendance intéresse beaucoup de monde, et c'est très bien. Donc, je ne vais pas tous les lister, mais la CPAM, bien entendu, la Poste aussi, qui s'est investi également dans cette action, la Mutualité française, etc., etc. Donc, beaucoup d'actions et donc une mobilisation, on va dire, qui a tout de même été très, très large et qui reste très, très large sur le déploiement d'ICOP. On a beaucoup communiqué aussi, de sorte à ce que les personnes âgées s'emparent de leur santé. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui n'était peut-être pas envisageable il y a quelques années, mais maintenant, les personnes âgées souhaitent être actrices aussi de leur santé. Et on a communiqué avec tous les outils habituels que vous pouvez imaginer, bon, des flyers bien entendu, des petits films. Alors ça aussi, vous pouvez aller sur le site d'ICOP. Il y a des petits films qui peuvent être téléchargés. Donc il y a des films qui sont plus ou moins longs, de 5 à 10 minutes, où l'on voit comment on fait, qu'est-ce qui se passe, en quoi ça consiste. Il y a des webinaires aussi qui sont destinés aux seniors. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites et qui a eu un véritable retentissement, je pense, en tout cas je l'explique ainsi, parce que de plus en plus de personnes âgées se sont emparées de l'outil et s'auto-évaluent elles-mêmes. Alors, quelques chiffres sur le déploiement. Donc, au niveau national, actuellement, on est à plus de 100 000. Donc, là aussi, les chiffres ne sont pas tout à fait actualisés. Depuis l'été dernier, le ministère de la Santé a envoyé des mails à tous les acteurs de soins. Vous savez qu'il y a eu une reconnaissance à l'Assemblée nationale de cet outil comme étant pertinent pour essayer de prévenir le déclin fonctionnel et l'entrée dans la dépendance, avec des messages qui ont été envoyés à tous les professionnels de santé, les invitant à utiliser le programme iCop pour leurs personnes, pour les patients. Beaucoup d'étapes 1, bien entendu, des étapes multiples qui ont été réalisées aussi par certaines personnes. Le nombre de professionnels de santé formés, vous voyez, est assez élevé, 16 000 au niveau national. Et l'on touche une population, alors qui est âgée, mais qui n'est pas forcément très, très âgée, 73 ans, vous voyez, d'âge moyen. L'âge moyen est en train de baisser actuellement, c'est la tendance que l'on observe actuellement, donc des personnes de plus en plus jeunes, principalement des femmes, c'est sans surprise, et 85% ont fait au moins une étape 1. Les fonctions qui sont les plus touchées, c'est la fonction cognitive, donc c'est la plainte cognitive et c'est également l'audition.
Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, le nombre d'évaluations est croissant. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est également les auto-évaluations. Et ça, on a le sentiment qu'il y a vous voyez, au début, il y avait très peu de personnes âgées qui utilisaient l'outil d'elles-mêmes. Et puis là, de plus en plus de personnes âgées l'utilisent elles-mêmes. Alors, c'est parce qu'elles l'utilisent en première étape, pour la première fois, parfois spontanément parce qu'elles ont eu vent de ICOP Monitor, mais aussi parce que les soignants, il est demandé aux soignants qui font ICOP de former leurs patients à l'utilisation d'ICOP. Et donc, les personnes après s'en emparent, le font, et les médecins ou les soignants, les infirmières peuvent suivre euh, les alertes des personnes âgées à distance. Alors, les caractéristiques des personnes qui sont étudiées, enfin qui s'évaluent à l'étape 1 sont reportées ici. Donc, comme je vous le disais, beaucoup de personnes qui se plaignent de la mémoire, l'audition, la vision, l'humeur également, 37%, la mobilité. Et puis, ce qui nous intéresse, la nutrition, vous voyez, 20% des personnes qui font ICOP, là, sur les 100 000, ont soit une perte d'appétit, soit ont perdu 3 kilos au cours des 3 derniers mois. Donc, c'est une façon, on va dire massive, hein, de repérer des personnes qui sont en train de rentrer dans la dénutrition. Alors, quelques données de recherche, hein. Donc, c'est important de montrer que c'est quelque chose qui est faisable. Et ça a été, je crois, ces travaux de recherche-là qui nous ont permis de pousser le dispositif au niveau national, donc avec d'abord des travaux qui ont démontré la faisabilité sur les premiers patients, les premiers 6000 sujets qu'on a pu voir. Ceci a été publié dans le Lancet, hein, donc vous verrez un petit peu, on raconte un petit peu toute l'histoire qui a été du dispositif tel qu'il a été implémenté. Ça a été publié dans Lancet Longevity. L'implémentation également de façon très pratique vue par les soignants. Et puis ce que l'on a également commencé à travailler, qui nous semble être incitatif pour les patients comme pour les soignants, c'est d'élaborer des courbes de référence des centiles de la capacité intrinsèque. Donc, vous l'avez compris, avec l'étape 1 et les 6 dimensions, on peut avoir un outil quantitatif de la capacité intrinsèque et élaborer des courbes. Alors, ces courbes, elles vous rappellent peut-être celles que l'on utilise en pédiatrie, où l'on peut suivre le périmètre de crâne ou le poids des enfants. Et bien de la même façon, l'idée est de pouvoir suivre et de se positionner ou de positionner son patient sur ces courbes de perte de la capacité intrinsèque qui sont à l'image des capacités cognitives et motrices d'un individu. Donc ça nous semble être très incitatif pour les patients et très prochainement, enfin prochainement on va dire, ICOP Monitor permettra de faire apparaître son positionnement sur ces courbes de la capacité intrinsèque. Alors, on a fait beaucoup d'autres travaux qui montrent la faisabilité, qui montrent également le fait que lorsque les patients s'évaluent, ils continuent à le faire. Donc ça aussi, c'était une inquiétude, hein, mais la rétention dans le programme, on leur demande de se réévaluer tous les 6 mois, même lorsque c'est normal. Et ça, ils le font de façon assez assidue. Alors, je vais vous présenter juste un travail qui est plus directement lié à la nutrition et qui émane de cette base de données. Donc, lorsque l'on se penche sur le domaine de la vitalité, on retrouve un certain nombre de personnes qui ont perdu du poids ou qui ont perdu de l'appétit. Donc, vous voyez, il y a une répartition des personnes qui ont seulement perdu de l'appétit, d'autres qui ont perdu du poids, ou les deux. Et ça représente environ 20% de nos cohortes. Donc 20% des 100 000 personnes que l'on suit sont dans cette configuration-là. Et lorsque l'on regarde l'association entre cette anomalie de la vitalité, de cette alerte, lorsque les personnes ont perdu du poids ou ont une perte d'appétit, eh bien c'est très souvent associé de façon significative avec le déclin cognitif, avec la perte de la mobilité, avec également les dimensions psychologiques. Donc ça, c'est vrai lorsqu'on regarde de façon transversale, hein, donc les associations simples telles qu'on peut les voir à l'étape initiale. De façon beaucoup plus intéressante, hein, vous voyez, on est sur des effectifs assez importants, on est sur 14 000 sujets.
lorsqu'on le regarde de façon prospective, c'est encore plus intéressant. C'est-à-dire que lorsque l'on cible simplement les personnes qui ont de façon isolée une perte de poids ou une perte d'appétit. Donc là, en l'occurrence, on a regardé simplement les personnes qui avaient perdu l'appétit, hein. Donc là, ce sont que des personnes qui ont perdu l'appétit de façon isolée à l'étape 1 de ICOP et qu'on regarde ce qu'elles deviennent dans les mois qui suivent. Eh bien, on s'aperçoit, sans surprise sans doute pour vous, mais c'est tout de même important de le mettre en évidence, c'est que ces patients qui se plaignent simplement de leur appétit ont très souvent à 6 mois une perte de la mobilité, ils ont une baisse de leur capacité cognitive et ils ont également une baisse du moral. Donc ça permet de toucher du doigt les cascades de déclin fonctionnel et de perte de mobilité, de morale et de déclin cognitif que l'on peut observer. Et vraiment, on touche, on va dire, la racine finalement de l'histoire naturelle de ces patients qui se dégradent petit à petit et qui rentrent dans la dépendance via une perte d'un des domaines de la capacité intrinsèque, là en l'occurrence la perte de l'appétit. Donc la perte de l'appétit prédit ces difficultés-là de façon prospective. Mais comme vous l'imaginez, lorsque l'on s'intéresse aux autres dimensions, il en va de même. Lorsqu'ils ont une perte de la vue, et bien rapidement, ça retentit sur leur morale, ça retentit sur leur mobilité, etc., etc. Donc ça nous permet de toucher du doigt vraiment cette interconnexion qu'il y a entre ces différentes dimensions et la pertinence de l'outil qui véritablement permet d'aborder les dimensions de façon précoce. Voilà, je voulais terminer par là. J'étais un petit peu lent, il faut laisser un peu de temps à l'échange et j'étais un peu lent, je vous prie de m'excuser. Pas du tout, c'était vraiment passionnant. Ta façon de présenter ICOP, vraiment c'est très enrichissant et on comprend beaucoup mieux le programme. Merci beaucoup Yves. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, je pense. Une question qui a été posée un peu avant, qui nous vient du CH de Lausanne. Concernant les questions ICOP sur la nutrition, y a-t-il une raison pour parler de sous-nutrition, undernourished, au lieu de dénutrition au sens large, malnourished? Ouais, alors, bon, ce sont les termes qui ont été retenus par l'OMS. Alors, oui, je pense que c'est des questions sur le terme lui-même qui reviennent régulièrement et qui animent. Je sais pas je sais pas s'il y a une bonne réponse à cela. Je sais pas si Agathe, tu as une réponse plus formelle derrière ce vocable. C'est Alors, peut-être qu'il y a des finesses aussi dans la langue anglo-saxonne qui nous échappent aussi. Je pense qu'on est aussi dans cette dimension-là. ouais. Quand on parle de dénutrition en anglais, le plus souvent, c'est le terme qui est utilisé dans les recommandations, etc. C'est plutôt malnutrition. Donc ça, c'est vraiment. Mais en français, c'est vrai que la malnutrition, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Les personnes qui sont en situation d'obésité et qui mangent, entre guillemets, euh, pas bien, bah, en français, ça s'appelle aussi malnutrition. Et puis, dans la Société savante européenne, à un moment, ils ont souhaité aussi, par exemple, utiliser plutôt undernutrition pour bien expliquer qu'on était dans se nourrir insuffisamment. Je pense que voilà, la question c'est de savoir dans quelle langue on parle déjà. Et si on parle en anglais, malnutrition et undernutrition, c'est un peu pareil. En français, il faut vraiment parler de dénutrition. Oui, je suis d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres Est-ce que vous questions? avez d'autres questions? Oui. Il y avait une question. J'interviens comme diététicienne libérale dans le parcours maintien du sujet âgé à domicile de notre CPTS, mais nous faisons face à un manque de dépistage en première ligne via la grille SEGA, ce qui fragilise le fonctionnement du parcours. J'ai débuté la formation ICOP de ma propre initiative. Quels seraient, selon vous, les leviers les plus efficaces pour déployer ICOP à l'échelle d'un territoire? Le mien ne fait pas partie des projets d'expérimentation en PACA. Alors, vous avez des médecins peut-être avec vous là dans votre CPTS qui sont pas encore formés. Je pense qu'il faut localement, à votre niveau, je pense sensibiliser
les différents acteurs du soin autour de vous pour qu'ils rentrent dans cette dynamique-là. Les, voilà, je pense que la diffusion, elle est assez hétérogène au niveau national actuellement. Ça reste encore des, des, des actions qui sont menées de façon très forte dans certaines régions et de façon moins forte dans d'autres. Je pense que ça va se lisser tout ça progressivement. Euh, le fait que les recommandations nationales soient de l'utiliser, je pense, vont pousser à ce que chacun s'y intéresse et s'en empare. Euh, Nous, on est convaincus que c'est une approche qui est intéressante, notamment parce que les patients s'en emparent aussi. Enfin, quand je dis ça, c'est parce on a le retour des participants qui l'adoptent. Et ça, c'est quand même une belle démonstration que l'outil est performant. Euh, je vous conseillerais d'en discuter avec les médecins de votre CPTS, hein, d'animer une réunion leur expliquant en quoi cela consiste, hein, comment ça se passe. Et voilà, vous pouvez vous mettre en contact avec notre équipe ici pour on vous donne des outils de communication si vous le souhaitez. Et je pense que ça, localement, pour vous, c'est la meilleure façon de faire rentrer le dispositif dans les actions prioritaires. Oui, et peut-être que comme on peut envisager que ICOP Monitor, c'est une première étape de dépistage et qui nécessite après une évaluation plus complète, le fait déjà de développer peut-être le dépistage à l'échelle d'un territoire permettra de montrer que ben, les professionnels et surtout les personnes elles-mêmes s'en emparent. Et ça peut être un argument politique pour arriver à pouvoir organiser l'évaluation plus complète. Parce qu'en fait, ce qui coûte cher, entre guillemets, en termes de moyens, c'est de faire une évaluation gériatrique standardisée. Hmm. Et donc, pour obtenir ça organisé à l'échelle d'un territoire, peut-être que c'est important déjà d'avoir montré qu'il y a une demande. Hmm. Bah, c'est un outil qui rassemble tous les acteurs parce que ça touche la mobilité, donc toutes les acteurs du soin qui s'intéressent à la mobilité, la nutrition, bien entendu, les aspects psychologiques, la cognition. Donc, tout le monde s'y retrouve derrière cet outil. L'étape 1, c'est du dépistage, hein, vous l'avez compris. Et ensuite, ça se décline. Alors, chacun à son niveau avec les moyens qu'il a, bien entendu. Mais ça permet déjà de repérer ces personnes qui vont pouvoir bénéficier d'une prise en charge et ça fédère les différents corps de métier, hein. Ce qui sera intéressant sûrement sur le long terme, c'est justement d'essayer de mesurer plus précisément l'effet que ça a eu sur, le- sur la diminution de la dépendance, qui est l'objectif initial. Et c'est c'est quelque chose qui sera sûrement pas très facile à évaluer très précisément parce que ça représente beaucoup de gens pour qui il faut évaluer la dépendance. Mais à terme, on doit pouvoir avoir des indicateurs aussi d'impact en termes d'organisation des soins, des institutionnalisations, des hospitalisations, etc. Ce sera sûrement Alors, intéressant. oui, alors je rebondis sur ta remarque qui est très juste, hein. Donc, actuellement, nous avons sur l'IHU une étude épidémiologique randomisée. Donc, nous sommes en cours de recrutement. On a recruté déjà, on a inclus 500 personnes, on doit en inclure 1000. Donc, c'est une étude randomisée où la moitié des patients rentrent dans le dispositif ICOP de façon complète et l'autre pas, mais dans le soin courant. Et donc, l'objectif, c'est de démontrer d'une part l'efficacité en termes de prévention du déclin fonctionnel, mais également d'aborder tout le pan médico-économique avec les filières de soins, les hospitalisations, le coût, tout simplement. L'idée, c'est que ça puisse, bien entendu, à la fois réduire l'entrée dans la dépendance et puis son pendant, réduire également le coût. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est très, très important. Et bon, les résultats, on les aura pas tout de suite parce que c'est une étude qui apportera des résultats à 5 ans.
On peut penser qu'il y a à la phase initiale une augmentation des coûts parce qu'on met en évidence des alertes et donc ça peut générer des coûts, mais qu'à long terme, ça va prévenir des hospitalisations, des fractures, des chutes, de la dépendance tout simplement, et ça coûte une fortune. Oui, oui, oui. C'est déjà vraiment félicitations pour tout ce qui a déjà été engagé. C'est vrai que c'est un travail assez impressionnant. Et, et puis, vous l'avez aussi bien valorisé en termes de publication pour partager les résultats du côté de Toulouse et de l'Occitanie, mais aussi de voir comment les choses se mettent en place progressivement sur l'ensemble du territoire de la France. Donc, c'est vraiment Ouais. intéressant. Ce sera intéressant aussi de voir que peut-être en fonction des régions, les alertes sont un peu différentes dès le départ. Peut-être à l'île de la Réunion, les choses sont un peu différentes que Ouais. dans les Hauts-de-France, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, Ouais. ce sera des choses qui seront assez intéressantes à évaluer. Alors, c'est en cours d'évaluation dans de nombreux travaux de recherche aussi, hein. Ça devient la capacité intrinsèque, donc évaluée avec les outils de ICOP, hein, mais la capacité intrinsèque en elle-même devient un objectif d'essai thérapeutique, médicamenteux ou pas d'ailleurs. C'est une variable qui est suivie dans le temps maintenant par de nombreuses cohortes à travers le monde qui ont intégré cette dimension-là. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui permet d'avoir des objectifs communs dans tous ces travaux de recherche. Donc, je pense, quelque chose d'assez pertinent parce qu'on avait des objectifs qui étaient parfois ciblés sur une fonction unique ou sur le décès tout simplement, et avoir cet outil global qui permet d'avoir une idée de la fonction à la fois motrice et cognitive et qui traduit la qualité de vie d'un individu, c'est quelque chose qui est sur le plan clinique très pertinent. Très bien. Eh ben, on va pouvoir clore ce webinaire. Vraiment un très grand merci d'avoir préparé et partagé cette présentation. C'est passionnant. Pour tous ceux qui nous écoutent, le webinaire sera possible d'accès en replay. Et donc, vous pouvez vous connecter sur le site luttecontreladénutrition.fr et sur l'académie, l'académie de la dénutrition où tous les outils seront mis. Un grand merci à tous. Bonne semaine de la dénutrition. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.